Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est là? On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. On va attendre une petite minute. Personne. Bonjour Sarah. Bonjour Andrea. Frédéric. Amélie qui est également parmi nous. Je pense que tout le monde se connecte petit à petit. On va débuter dans quelques instants. Encore des gens qui nous rejoignent. Ils sont en train de se connecter. On attend encore un petit peu. Pensez bien à régler peut-être vos micros. J'espère que tout le monde nous entend bien. Vos caméras également. Est-ce qu'on me voit bien, Andrea? Est-ce que tout le monde, le son est bon? Je vous vois parfait. Le son est bon. Très bien. Je vois que les connectés s'emparent déjà de l'outil chat. Tout à fait. Merci de le rappeler, Sarah. Donc, le chat est à disposition. Donc, n'hésitez pas pour toutes vos questions. Monsieur le Gentil. C'est parfait. Je vous propose que l'on débute dans quelques instants. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence en ligne où nous allons aborder donc le Spitsberg, le Groenland et l'Islande. Voilà. Amélie, je le redis, vous avez le chat à votre disposition. Elle vient de vous faire un petit coucou. Donc, elle sera là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, voilà, nous allons débuter gentiment. Je vais un petit peu nous présenter. Donc, Central Cruise, croisière.com et croisière de prestige. Donc, nous sommes des spécialistes, bien évidemment, de la croisière. Et nous avons également une croisière de prestige qui est spécialisée sur les croisières premium et haut de gamme. Agence française, bien évidemment. Nous sommes basés à Nice. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans nos bureaux à Nice. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que nous sommes basés à Nice. Nous sommes un petit peu plus d'une trentaine, voilà, d'experts de la croisière qui sont là pour vous accompagner dans vos projets de voyage et de croisière à travers le monde, sur tout type de croisière et de voyage, hein, de la croisière grand public jusqu'à des croisières, bien évidemment, un petit peu plus pointues, telles que le Groenland, le Spitsberg, entre autres. Aujourd'hui, et je suis ravi d'être avec, donc je vais quand même vous présenter Amélie, je la représente une nouvelle fois, qui va être présente pour répondre à toutes vos questions donc sur notre chat, donc n'hésitez pas. Un grand plaisir également d'être avec Sarah Cortez-Martin, qui est la directrice commerciale de Rivage du Monde. Donc, je la remercie vraiment beaucoup de nous donner cette opportunité de vous présenter cette vision de l'Arctique, effectivement. Et également un très grand merci à Madame Frédéric Harry, qui va nous présenter son expertise, effectivement, sur les cultures du Nord, enseignante, chercheuse, entre autres, à la Sorbonne. Donc, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, comme ça,
on va pouvoir tous ensemble un petit peu, comment dirais-je, parler et voir un petit peu la culture du Spitzberg, du Groenland et de l'Islande. Sarah, je vais te laisser maintenant nous présenter le Rivage du Monde. Hein. Donc, je vais te laisser un petit peu la parole. Merci Andrea pour cette introduction. Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Alors moi je suis l'organisateur, enfin c'est un peu prétentieux, nous organisons et je fais partie de Rivage du Monde, les croisières que nous allons vous présenter aujourd'hui en partenariat avec Central Cruise, que je salue et que je remercie, c'est un beau partenariat. Je vais vous raconter rapidement le concept de nos croisières. Peut-être que certains d'entre vous connaissent nos croisières, d'autres non. Donc, c'est le moment de rappeler les grandes lignes de force de nos croisières et comment on fabrique les croisières Rivage du Monde. Donc, les croisières Rivage du Monde, c'est avant tout des bateaux à taille humaine, voire petite. C'est des bateaux, le plus petit de nos bateaux, c'est 12 cabines, vous imaginez, et le plus gros, c'est 90 cabines. Et pour vous donner une idée, 90 cabines, ça a la taille d'un bateau sur un fleuve. Et pour autant, le World Explorer dont nous allons parler aujourd'hui, 90 cabines, c'est le plus gros de nos bateaux et c'est un bateau maritime. Donc, petits bateaux, des bateaux plutôt haut de gamme avec une hôtellerie qui sera toujours soignée et de très bon niveau. Et avec ça, évidemment, une bonne restauration et un très bon service à bord. Nous y veillons. L'autre grande ligne de force très importante chez nous, c'est la francophonie. Alors, l'idée de la francophonie, c'est pas on est heureux de parler français entre nous, on va pas danser la danse des canards au bar, ce n'est pas le but. Le but de l'unicité linguistique à bord, c'est de pouvoir travailler de manière qualitative sur des contenus. Et c'est là vraiment où j'appuie et je souligne cette ligne éditoriale très forte chez Rivage du Monde, c'est que la francophonie, d'abord, c'est vous. C'est vous à bord. Rivage du Monde est une entreprise franco-belge. Nous vendons sur tout ce qui est francophone dans le monde, c'est-à-dire évidemment la Belgique et la France, mais également la Suisse et le Québec, peut-être un peu de Luxembourg et parfois des clients également qui embarquent depuis le Maroc, depuis des pays francophones côté continent africain. Donc pour vous dire que c'est large, mais ce qui nous unit, c'est la langue. La langue, c'est d'abord vous. La langue, c'est aussi à bord le directeur de croisière et toute l'équipe des accompagnateurs ainsi que des guides, les guides que nous sélectionnons pour vos excursions, pour leur qualité, d'abord la qualité de leurs connaissances, mais également leur niveau de langue, encore une fois, en français. Ensuite, et là, je me tourne vers Frédéric. Évidemment, le choix très important chez nous qui nous différencie et qui nous singularise dans le monde de la croisière, c'est que chacune de nos croisières, eh bien, vous retrouverez des conférenciers avec un très bon niveau d'expertise et de connaissance des destinations. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait des croisières Rivage du Monde quelque chose de particulier. Beau bateau, petit bateau, francophonie et richesse des contenus à travers la qualité des guides, de nos conférenciers, de nos équipes, je le répète. Donc sur votre droite, vous avez un petit peu un inventaire un peu en vrac de toutes les destinations et tout ce que j'avais en tête au moment où j'ai fait cette slide. Donc ça navigue entre l'Égypte et la Patagonie. Chaque destination a son bateau avec ses caractéristiques. On va naviguer en Écosse au Mékong, on va naviguer au Groenland ou en Inde, on va naviguer sur le Danube, mais partout, vous retrouverez ce même concept, cette convivialité, cette francophonie et cette richesse des contenus chez Rivage du Monde. Donc, je vais vous emmener un petit peu déjà dans le détail des itinéraires et sur un bateau dont on dira un petit peu plus après. Le début de notre navigation dans l'Arctique, c'est la croisière expédition au Spitzberg du 8 au 18 juillet.
Alors, le Spitzberg est un archipel de l'Arctique, donc très au nord. Vous le verrez avec Frédéric plus en détail sur la carte. Et c'est une magnifique croisière d'expédition. Le Spitzberg, le World Explorer, votre bateau, va déployer toute sa technologie puisqu'il est équipé de Zodiac. Et là, j'allais dire, votre croisière se déroule, tout est inclus. Il n'y a pas d'excursion optionnelle. Vous êtes dans une croisière expédition où vous allez au gré des opportunités, des fjords, des glaciers, différentes baies aussi très célèbres. Je pense à la baie de la Madeleine au Spitzberg. Vous allez pouvoir explorer cette zone tout à fait particulière de l'Arctique avec des paysages absolument somptueux et surtout une faune tout à fait unique où règne en maître et roi l'ours polaire que je vous souhaite d'avoir la chance de voir. C'est assez classique, une rencontre avec l'ours au Spitzberg, et je vous la souhaite, c'est un grand moment. L'itinéraire suivant où je souhaite vous emmener, c'est un itinéraire qui va combiner ces trois grandes destinations de l'Arctique que sont le Spitzberg, puis la grande, immense île du Groenland, pour finir sur l'Islande. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez vraiment avoir un itinéraire qui couvre une énorme variété de ce que compte l'Arctique, et n'ayez pas une image monolithique, le Nord c'est tout blanc, ça se ressemble tout. Tout au contraire, ça n'a absolument rien à voir. Frédéric vous en dira plus. En tout cas, une belle combinaison de ces destinations arctiques. Et on finira la saison au-delà du cercle polaire pour la saison 2025 sur des croisières au Groenland. Elles sont au nombre de 2. Elles durent 13 jours et elles vont rallier Reykjavik à Kangerlussuaq. Alors, pour information, Kangerlussuaq est la seule grande piste d'aéroport du Groenland, qui soit non militaire, où on peut faire poser des avions assez importants pour transporter des croisiéristes. Et puis l'autre aéroport, on n'a pas trop le choix, c'est Reykjavik. De sorte que tant mieux, on profite de ces 2 aéroports pour faire une grande et belle navigation sur les côtes groenlandaises. Alors, pour les férus et les passionnés des grands moments de navigation, je vous dis tout de suite, le passage du Prince Christian Sound, donc c'est un détroit unique au monde, dans une route à l'intérieur du Groenland que l'on peut et que l'on va traverser sur la pointe sud du Groenland. C'est une véritable merveille dans les navigations maritimes. Elle est très célèbre, c'est très beau. Et on va petit à petit remonter la côte groenlandaise, être saisi par ces paysages absolument spectaculaires, ces villages, ces habitants chaleureux. On va aller à Nuuk, la capitale. Je rappelle que le Groenland, c'est 50-60 000 habitants. J'y étais avec mes enfants, je leur ai expliqué que ça ne remplissait pas le Stade de France. Donc ça leur a donné, et ça doit vous donner déjà une échelle du fait que c'est une immensité très peu peuplée, et on va aller à la rencontre sur les côtes de cette civilisation et de ce peuple tout à fait singulier, parce que ce sont quand même de loin des Européens, même si pas tout à fait. Frédéric vous en dira plus. Et nous allons passer le cercle polaire pour vous emmener sur une zone tout à fait extraordinaire du Groenland. Au niveau d'Ilulissat. Ilulissat est classé au patrimoine de l'UNESCO, et pour vous fixer un petit peu les idées, c'est cette grande baie avec des icebergs les plus grands de l'hémisphère qui sont ici créés, vélés pour être exact, depuis un immense front glaciaire, enfin un glacier qui déverse dans la mer et qui se disloque en des icebergs d'une taille tout à fait spectaculaire, et l'excursion à elle seule mérite le voyage au Groenland. Donc, voilà votre bateau. Maintenant que vous savez où vous allez, j'aimerais vous montrer sur quel hôtel vous allez naviguer. Voilà votre petit hôtel, et je vous le mets en perspective pour bien fixer les idées quand je vous dis que nous opérons des croisières sur des petits bateaux pour vraiment avoir un maximum de convivialité, mais aussi pouvoir opérer des itinéraires dans des endroits finalement où les gros bateaux ne peuvent pas aller. Le bateau qui est là, c'est un bateau de nos confrères qui doit faire dans les 3-4 000 passagers. Ça, Andrea et Amélie connaissent mieux.
Donc c'est un peu plus de 20 fois plus gros que le World Explorer, mais c'est ce type de bateaux qui ne peuvent pas opérer ni des croisières expéditions, ni des croisières dans des villages groenlandais, parce que ils ont besoin d'infrastructures très importantes. Quant à nous, on se glisse partout. J'ai envie de vous dire qu'on arrive à se garer et faire un créneau comme si on se mettait au supermarché quand on arrive quelque part avec le World Explorer. C'est assez spectaculaire. Par ailleurs, je tiens à le souligner aussi, c'est une motorisation très récente. Le World Explorer est un bateau qui est de 2019, donc c'est une motorisation hybride et on passe à l'électrique dès lors qu'on en a besoin ou que c'est obligatoire. Dès qu'on peut, on le fait. Donc, je vais vous présenter très rapidement une vidéo qui vous illustre ce bateau que je vous laisse découvrir. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Sarah pour cette magnifique présentation de la compagnie, de Rivage du Monde, de ces itinéraires. Je pense qu'on aura tous compris que vous essayez que Rivage du Monde vraiment nous met dans les meilleures dispositions et conditions possibles pour pouvoir justement naviguer et aller explorer et découvrir ces zones qui sont tout à fait extraordinaires. Et justement, pour nous mettre encore plus en immersion, je vais laisser la parole maintenant donc à Madame Frédérique Harry, qui va justement nous faire encore plus découvrir justement ces cultures du Nord. Donc je te remercie une nouvelle fois d'être avec nous et je te laisse un petit peu plus rentrer dans les détails. Voilà. Merci Frédérique. Je crois que Frédéric. On t'entendait pas, Frédéric. Tu dois avoir un petit problème de micro. Désolé. Mon micro. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc, tu vas devoir recommencer depuis le début. Non, je disais 2-3 mots effectivement sur le fait que je viens d'un département d'études nordiques. J'expliquais en fait que dans ce département d'études nordiques, on s'intéresse donc à tout ce qui est au nord du Danemark, Danemark compris, et tout ce qu'il y a au-dessus. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est beaucoup de choses, et notamment toute la zone arctique que vous voyez ici à l'écran. Ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de nous promener en fait entre trois régions que, comme Sarah le disait, qui sont assez différentes les unes des autres. Donc, on va commencer par le Spitsberg ou le Svalbard, comme on dit,
qui est cet archipel que vous voyez au nord de la Norvège, ce petit archipel triangulaire. Enfin petit, qui n'a rien de petit, mais quand on le compare au Groenland, évidemment, on est quand même dans une toute autre proportion. Donc ça, c'est un territoire norvégien. Ensuite, on va continuer par le Groenland, que vous voyez entouré d'un liseré à pointillés rouges. Donc là, on est sur une île qui est absolument gigantesque dans ses proportions, pour ensuite terminer avec l'Islande que vous voyez donc à droite du Groenland, cette île qui se situe entre le Groenland et la Norvège. Alors, on va commencer par le Spitsberg. Donc, en français, on appelle ça le Spitsberg. Vous pouvez aussi connaître cette zone sous le nom de Svalbard, qui est le nom qu'on emploie en fait en norvégien et qui se situe donc entre la mer du Groenland. Donc, la mer du Groenland, c'est ce qui sépare le Groenland de cet archipel, et la mer de Barents, qui est en fait la mer qui baigne le nord de la Norvège, mais aussi le nord de la Russie. Donc, vous voyez cet espace bleu clair que vous voyez sur la carte. Alors, le Svalbard, aujourd'hui, c'est un territoire norvégien. Depuis 1920, c'est un territoire norvégien qui est situé évidemment au-delà du cercle arctique, où on peut profiter du soleil de minuit entre le 20 avril et le 23 août, ce qui est très clairement la plus belle des saisons pour aller découvrir le Svalbard. Alors, le Svalbard, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, le terme de Svalbard ? Alors, Svalbard, c'est un terme qui est très ancien, qu'on retrouve dans des sources archéologiques, enfin des sources littéraires du XIIe siècle, donc rédigées par des Vikings, qui disent que le Svalbard, en fait, c'est une région, c'est les côtes froides. Donc, c'est les côtes où il fait froid. Et alors, si les Vikings vous disent qu'il fait froid, c'est qu'il fait vraiment froid. On peut penser qu'ils y sont allés en hiver. Parce qu'en été, en réalité, c'est quand même tout à fait agréable. En réalité, si vous êtes au soleil, c'est tout à fait agréable. Donc, Svalbardi, dans la langue ancienne, ça veut dire les côtes froides. Spitsberg, c'est le nom d'une des îles qui composent cet archipel. Et ça veut dire la montagne pointue. Ce que vous voyez à l'écran, vous voyez des montagnes pointues, c'est exactement ce que veut dire le Spitsberg. Pour ceux qui ont fait de l'allemand, peut-être que vous reconnaissez un petit peu ces choses-là. Alors, le Svalbard, cet archipel, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été découvert. On pense que les Vikings avaient quand même une idée qu'il y avait cet archipel quelque part, mais on n'a pas de source véritablement attestée. En réalité, la première découverte, je dirais, tout à fait attestée, incontestable, documentée, elle nous vient du XVIe siècle, de la toute fin du XVIe siècle, par un explorateur hollandais. Vous savez, les Hollandais, c'était quand même les maîtres de la mer à cette époque-là. Et cet Hollandais s'appelait Willem Barents, qui a donné son nom à la mer éponyme, donc la mer de Barents, qui baigne en fait tout le nord de la Norvège jusqu'au Svalbard. Et depuis la fin du XVIe siècle, en fait, toute cette zone devient, je vous remets la carte pour que vous puissiez suivre, peut-être. Voilà. Donc toute cette zone, vous voyez, entre la Norvège et autour du Svalbard, ça va devenir un haut lieu de la chasse à la baleine, qui est une denrée qui est extrêmement précieuse à l'époque. Vous savez qu'avec la baleine, on fait plein de choses. Et donc, il va y avoir une sorte de guerre entre tous ces chasseurs de baleines, qui sont anglais, qui sont hollandais, qui sont danois, et qui viennent mouiller dans ces eaux arctiques pour pouvoir chasser ce précieux mammifère. Donc, le Svalbard, en fait, je dirais sa connaissance, l'extension de la connaissance qu'on a du Svalbard, on le doit en fait à ces grandes expéditions de chasse à la baleine qui commencent en fait dès la toute fin du XVIe siècle. Alors, ça va servir aussi pour tous les explorateurs du monde polaire. Et ça, dès le XVIIe, le XVIIIe, le Svalbard apparaît comme une sorte de base de laquelle on tente d'aller découvrir ce qu'il y a toujours plus au nord de l'Europe. Mais c'est véritablement au XIXe siècle et au début du XXe siècle que l'intérêt pour le Svalbard, je dirais, se manifeste de façon de plus en plus vive.
où on commence vraiment à investir les lieux, parce qu'on se rend compte que le Svalbard, outre sa position très intéressante sur le plan stratégique, hein, et ça c'est très intéressant pour les États-nations qui veulent marquer leur présence dans le territoire arctique. Outre cela, on se rend compte qu'au Svalbard, il y a beaucoup de charbon. Donc, vous voyez, sur ces mêmes montagnes pointues qui ont donné le nom à Spitsberg, eh bien, il faut imaginer qu'à l'intérieur, vous avez plein de galeries avec du charbon et qui vont être exploitées en fait par des mineurs et notamment par la Norvège. Mais il n'y aura pas que la Norvège, il y aura aussi les États-Unis, il y aura aussi la Russie, qui dès le début du XXe siècle vont aller creuser des mines de charbon dans les flancs des montagnes pointues du Svalbard. Alors cette activité au XXe siècle, donc elle va beaucoup durer au XXe siècle, c'est une grosse activité du Svalbard. On n'imagine pas forcément que ça a été une région ouvrière et une région minière, mais ça a été le cas. Et petit à petit, en fait, avec la fin du charbon, grosso modo, l'économie et l'intérêt que l'on a pour la zone a changé de nature. Donc là, maintenant, je dirais que c'est un intérêt qui est plutôt un intérêt stratégique, hein, comme je le disais tout à l'heure, et encore plus aujourd'hui, parce que l'Arctique devient une des zones très intéressantes, je dirais, au niveau international, mais aussi c'est devenu un haut lieu de l'activité scientifique, notamment sur la base de Ny-Ålesund, qui fait partie des excursions, enfin en tout cas des escales qui sont proposées par le bateau, qui a un très haut lieu en fait de l'exploration scientifique du monde polaire dans l'hémisphère nord. Et cet intérêt scientifique, il se justifie à bien des égards, et notamment donc sur le plan de la géologie évidemment, sur le plan du climat, de l'environnement, mais aussi sur le plan de la faune. Et vous voyez sur votre gauche je dirais, 3 habitants royaux du Svalbard, le morse, le renard arctique, et puis au milieu, l'empereur de ces latitudes, qui est évidemment l'ours polaire qui règne sur le Svalbard et qui vit plus ou moins en bonne intelligence avec les êtres humains, parce que la population, elle est quand même très réduite et elle est concentrée sur quelques espaces. Le reste, c'est une nature qui est principalement une nature sauvage, qui est peu exploitée et qui est en fait le terrain de prédilection des ours polaires qui sont dans la région. Mais le Svalbard, comme je disais, c'est pas que ça. C'est aussi, donc il y a cet intérêt pour la faune, mais c'est aussi un lieu qui est très intéressant pour la conservation des espèces. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par l'écologie, l'environnement, ces questions qui sont très actuelles, le Svalbard, en fait, représente un lieu très particulier parce que si vous voyez sur les images, hein, vous voyez la photo qui est la plus en dessous, enfin en dessous des montagnes, vous avez cette espèce de bras de béton qui sort de la montagne et qui est en fait l'entrée d'un dispositif souterrain qui est assez grand, dans lequel sont entreposés tout un stock de graines, les graines du monde, la mémoire, le grenier du monde, où les États-nations peuvent conserver en fait les graines dont ils ont besoin pour leur agriculture. Par exemple, au lieu d'entreposer une seule espèce de blé, on va conserver le blé de différentes régions, parce que le blé qu'on cultive au Moyen-Orient, c'est pas le même blé qu'on cultive en France, qui est pas le même blé qu'on utilise aux États-Unis, etc., etc. Et l'idée de la Norvège, avec la construction de cette arche de Noé des graines, eh bien, c'est de dire il faut un endroit, une bibliothèque dans le monde pour pouvoir conserver toutes ces graines au cas où un jour il y a une catastrophe naturelle, au cas où il y a des guerres, au cas où il y a des événements qui fassent que les semences sont menacées. Et en fait, les États-nations ont joué le jeu. Et donc, il y a beaucoup de graines qui sont conservées. Et seuls les pays propriétaires des graines peuvent demander à récupérer des plants s'ils en ont besoin, enfin des semences. Et jusqu'à présent, je crois qu'il y a la Syrie qui a récupéré
des semences qui avaient été conservées, donc après la guerre civile en Syrie, justement pour relancer en fait l'agriculture syrienne. Et là, le rôle de conservation, de patrimonialisation de ces graines a joué à plein régime. Donc le Svalbard, c'est une nature qui est absolument spectaculaire, hein, qui est à la fois désertique, à la fois arctique, avec une faune qui est absolument incroyable. Mais c'est aussi un lieu qui est très important, je dirais, dans la mémoire du monde aujourd'hui, et qui est le lieu en fait de plein d'expérimentations scientifiques et en particulier de conservation et de protection de l'environnement. Alors, quand on quitte le Svalbard pour se rendre au Groenland, alors tout à l'heure, Sarah vous parlait des icebergs qui vèlent, justement comme les vaches qui vèlent. Effectivement, on utilise ce vocabulaire, c'est un vocabulaire animalier qu'on utilise pour décrire l'activité des icebergs. Et là, vous voyez un iceberg qui fait partie des rencontres qu'on peut faire en route quand on arrive vers le Groenland. On peut rencontrer beaucoup d'autres choses. On peut rencontrer des baleines, on peut rencontrer plein d'animaux, mais aussi ces magnifiques créations de la nature que sont les icebergs. Alors, c'est ainsi que l'on arrive, bon an, mal an, au Groenland, qui est donc pas très très loin en termes de 1000 marins du Spitsberg. Et je voulais vous montrer cette photo pour vous parler du Groenland. C'est parce que le Groenland, souvent on s'imagine que c'est très blanc, que c'est glacé. Mais le Groenland, c'est pas que ça. Le Groenland, c'est aussi, comme son nom l'indique, hein, c'est l'étymologie du mot Groenland. Ça veut dire le pays vert. D'ailleurs, pourquoi le pays vert? Eh bien, vous le voyez à l'écran. C'est que quand vous arrivez en été, eh bien, le Groenland, ce n'est pas que blanc, ce n'est pas que de la banquise. C'est aussi de l'herbe, c'est aussi de la nature, et notamment une nature qui, au moment de cet été arctique, qui est tout à fait particulier, qui est tout à fait magnifique, l'été arctique, c'est la sensation que le jour ne finit jamais, que le jour ne s'épuise jamais. Alors, il y a des variations, évidemment, dans la luminosité, mais cette sensation, finalement, que l'été dure, et on voit que les plantes, tout d'un coup, finalement, sortent de cet état léthargique dans lequel l'hiver les a plongées, et pousse de façon très rapide et de façon très excessive en fait. Hein. C'est pas du tout les mêmes cycles que ce qu'on peut connaître par exemple en France, où on a des cycles qui sont beaucoup plus, je dirais, contenus. Dans la nature arctique, quand l'été arrive, tout d'un coup, il y a une explosion de la nature, une explosion de vers, une explosion de fleurs qui tranche avec le stéréotype qu'on en a souvent, c'est-à-dire des terres glacées ou des terres blanches et des terres vides. Alors, le Groenland, comme le disait Sarah tout à l'heure, hein, c'est un grand territoire pour une toute petite population. C'est un des taux de densité les plus faibles au monde. Donc, si vous êtes de nature, si vous aimez la tranquillité, le Groenland est fait pour vous. Il faut compter 56 000 habitants officiellement au Groenland, donc répartis sur un territoire absolument gigantesque. C'est aujourd'hui un territoire autonome qui dépend du Danemark. C'est-à-dire que c'est le Danemark, en fait, qui exerce sa domination, notamment pour les questions de défense et pour les questions de relations extérieures. Mais le Groenland, par ailleurs, se gère en totale autonomie pour tout ce qui relève des questions intérieures. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que le Groenland va devenir indépendant? Vous avez probablement suivi l'actualité récente. C'est très compliqué en ce moment parce que les Groenlandais ont peur d'être phagocytés, d'être dominés par des puissances extérieures qui ont une force de frappe que les Groenlandais n'ont pas, notamment la Chine, mais parfois aussi d'autres puissances auxquelles on ne pense pas du tout, par exemple l'Australie, qui a aussi des intérêts au Groenland, les États-Unis. Donc le Groenland, parce qu'il est riche en minerais, il occupe une place très particulière dans la géostratégie mondiale, eh bien, ça attire les intérêts de tout le monde. Donc là, à l'heure actuelle, les Groenlandais, alors ils sont très en faveur de l'indépendance, mais ils ne veulent pas d'une indépendance trop rapide. Là, ils sont en train de vraiment préparer un processus qui va être en réalité assez long. En tout cas, c'est le discours du parti qui vient d'être élu, hein, qui vient de remporter les élections législatives.
mais je dirais une indépendance raisonnée. Et c'est un exemple tout à fait intéressant de relations postcoloniales dans un espace qu'on ne connaît pas toujours, l'espace arctique, et je dirais qu'il se fait dans une certaine forme d'intelligence mutuelle entre le Danemark et le Groenland. Donc, on va vers l'indépendance, hein, ça c'est absolument certain, mais il est fort à parier que ce ne sera pas dans les mois qui viennent. Ce sera un processus beaucoup plus long, le temps que le Groenland, en fait, se constitue, je dirais, suffisamment de ressources et d'infrastructures pour pouvoir résister justement aux influences extérieures. Je fais juste une petite parenthèse, mais tout à l'heure, Sarah vous parlait de l'aéroport. Cet aéroport, en fait, il est tout récent, il a quelques mois seulement, quelques semaines, et ça a été un événement dans l'histoire du Groenland parce que pour la première fois, en fait, on peut se rendre au Groenland directement d'une grande ville à une autre sans transiter par le Danemark. Donc, c'est aussi un nouveau chapitre dans l'histoire des relations commerciales et des relations touristiques aussi entre le Groenland et le reste du monde. Alors, vous avez vu ce terme Groenland, vous pouvez vous demander, vous voyez, en 3 langues, hein, ici à l'écran, Groenland en français, Grönland en danois et Kalaallit Nunaat en Kalaallisut, donc la langue inuite qui est parlée localement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Kalaallit Nunaat, ça veut dire la terre des hommes. Et c'est donc une langue inuite, hein, c'est une toute autre langue que les langues indo-européennes. Et Grönland ou Groenland, vous connaissez peut-être aussi le nom de Greenland en anglais, ça veut dire la terre verte. Alors, la terre verte, ça s'explique, hein, vous voyez sur la photo que le Groenland n'est pas que blanc, mais ça a aussi une petite histoire, ce nom-là, c'est parce que qui nous vient en fait du Xe siècle, hein, donc c'est pas récent, et qui nous vient d'un viking qui se trouvait en Islande, qui s'appelait Éric le Rouge. Et cet Éric le Rouge, un jour, commet un meurtre. Et alors ça, forcément, il va y avoir un procès. Et Éric le Rouge va se retrouver banni, qui est la pire des condamnations dans le monde scandinave médiéval. Banni, ça veut dire que vous n'avez plus de liens sociaux, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'amis, plus rien du tout. Et vous devez partir, vous n'avez plus aucune protection. Et donc Éric le Rouge part en bateau et arrive en fait sur les côtes du Groenland. Alors, on pense qu'à l'époque, le climat était un peu plus chaud, donc probablement que Éric n'a pas fait que mentir, hein, et sur sa perception peut-être se fonde aussi sur des choses véritables, mais il est stupéfait, il revient sur ses pas, il va en Norvège, il va en Islande, et il vend cette nouvelle terre à des colons, il leur dit, écoutez, j'ai découvert une terre verte sur laquelle on va pouvoir installer une colonie, toute une activité économique, etc. Et donc, il va convaincre à peu près 500 colons de partir avec lui, s'installer sur les terres vertes du Groenland. Et c'est de là que nous vient le terme de Groenland, la terre verte, donc de cette histoire qu'a conté Éric le Rouge à ses collègues vikings. Alors, il faut dire que le Groenland, c'est quand même un haut lieu du commerce viking à l'époque médiévale, parce que on y chasse le morse et on exploite tout dans le morse, et notamment l'ivoire, qui est très très réputé. L'ivoire de morse à cette époque-là fait partie des objets très précieux et des matières très précieuses européennes. Et le Groenland est en fait un gros pourvoyeur d'ivoire de morse sur les marchés européens médiévaux. Là, vous voyez sur la gauche des pièces d'échecs en ivoire de morse. Donc, c'est un jeu qui a été conçu en fait dans le monde nordique. On reconnaît ça parce qu'il y a une certaine stylisation des personnages qui est tout à fait tout à fait typique de l'art scandinave de l'époque, hein. Notamment si vous regardez en bas à droite, vous avez une pièce qui ressemble à une stèle avec des motifs qu'on appelle des entrelacs vikings. Donc ça, c'est très, très caractéristique de la période viking. Et donc, c'était des pièces pour orner ce jeu d'échecs. Et sur la droite, vous voyez en fait les restes d'une église construite, une église en pierre, qui a été construite au XIVe siècle, donc par des vikings qui étaient installés sur place. Alors, en réalité, cette colonie viking, elle va pas très bien survivre parce que
elle n'est pas du tout habituée, je dirais, aux conditions de vie du Groenland, surtout qu'on va rentrer dans une petite ère glaciaire, donc ça veut dire que les conditions de vie au Groenland vont vraiment drastiquement empirer. Donc, la colonie viking va décliner et va arriver sur ces terres une autre population qui va venir en fait par le détroit de Bering, qu'on appelle en fait aujourd'hui les Inuits, ce qu'on appelait auparavant les Esquimaux, mais c'est un terme qui est très, très péjoratif, donc on évite de l'utiliser aujourd'hui. On parle des Inuits, en fait, qui veut dire les hommes en langue inuite, et, enfin les hommes et les femmes, hein, comprendre. Et cette population, en fait, elle est beaucoup plus adaptée pour vivre dans ces conditions-là. Ils savent vivre dans des conditions extrêmement rudes de climat, mais aussi de ressources. C'est des populations qui chassent et qui pêchent, et qui consomment, qui s'alimentent de façon très différente de ce que vont faire justement les colonies vikings. Par exemple, ils vont manger des yeux de bêtes, ils vont boire du sang. Bon, ça peut nous paraître un peu étrange, mais en fait, ce sont des aliments qui sont très importants parce qu'ils apportent beaucoup de vitamines qui sont absolument essentielles pour la survie sous ces latitudes-là et dans ces conditions-là. Et donc, in fine, c'est cette population inuite qui va s'installer massivement, toute proportion gardée évidemment, au Groenland. Alors, donc cette population va augmenter quand la population viking, elle, de son côté, en fait, va décliner jusqu'à disparaître. On ne sait pas exactement quand elle va disparaître, mais elle va disparaître entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. Donc, ça laisse une grosse période. Mais en fait, peu ou prou au Danemark, on oublie finalement qu'il y a cette île là-bas au loin. Donc, on se préoccupe assez peu de ce qu'il en advient. Et en fait, on envoie de moins en moins de bateaux pour ravitailler ces populations. Donc, c'est pas très étonnant qu'au XVIIIe siècle, quand on revient au Groenland, quand le Danemark revient au Groenland, eh bien, il découvre que tout le monde est mort, tout le monde de la colonie viking est mort, et est remplacé par ces populations inuites qui, elles, sont beaucoup plus adaptées pour vivre sur cette île. Alors, c'est une culture qui est très différente. La culture inuite est très, très différente de la culture scandinave médiévale, qui est en fait une culture européenne et qui reprend les codes européens. Là, on est dans toute autre chose, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les rapports sociaux, que ce soit dans les rôles de genre entre hommes et femmes, que ce soit dans l'art ou que ce soit dans les croyances. Et là, vous avez à l'écran un masque Kiapak, donc que vous pouvez voir à Paris, au musée du Quai Branly, et qui représente notamment les esprits de la nature inuite, des croyances, des croyances inuites. Donc, on est très, très loin de la culture scandinave, européanisée. On est dans toute autre chose. Et même sur le plan linguistique, c'est une langue qui n'a strictement rien à voir. Pour vous donner une idée, la langue, le Kalalusut qu'on parle au Groenland, c'est une langue dite, alors c'est un peu voilà, il ne faut pas avoir peur du terme, ça s'appelle une langue agglutinante polysynthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez coller plein de mots ensemble et que ça vous fait un grand mot et que ce grand mot, en fait, il veut dire une phrase. C'est-à-dire que si je vous dis « je veux sortir pour aller chasser la bernache », eh bien, dans ces langues-là, eh bien, je n'ai qu'un seul mot. Voilà, je colle plein d'éléments et j'en fais un seul mot et tout ça, ça veut dire ça. Donc, c'est un système linguistique qui est totalement différent de ce que nous, on connaît, par exemple, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, etc., etc. Quittant le Groenland, nous approchons petit à petit de l'Islande, donc vous voyez, qui est entre le Groenland et la Norvège. Et là, on passe à nouveau dans un tout autre monde. Je vous disais que c'est vraiment, dans cet espace-là, on passe vraiment d'un monde à l'autre. Et bien là, entre le Groenland inuit et l'Islande scandinave, on a l'impression de passer vraiment du tout au tout. Alors l'Islande, c'est très très particulier. C'est un lieu qui est extrêmement intéressant parce que l'Islande, en fait, repose sur une faille tectonique. D'un côté,
et vous avez la plaque eurasienne sur laquelle on se trouve. En France, on est sur la plaque eurasienne. Et de l'autre, vous avez la plaque tectonique de l'Amérique du Nord. Donc, vous savez, la Terre est divisée comme ça en grandes plaques tectoniques. Et le rapport entre ces deux plaques a la particularité, en fait, de s'écarter. Donc, on n'est pas en deux plaques qui se rentrent l'une dans l'autre, on est dans le phénomène inverse. Elles s'écartent l'une de l'autre. Je ne sais plus exactement de combien par an, mais c'est quand même très important. C'est assez impressionnant. Et donc, cet écartement, et bien, en fait, à l'intérieur de cet écartement, on trouve moult volcans, évidemment. C'est ce que vous voyez, en fait, indiqué sur la carte de gauche. Vous voyez, il y a plein de petits triangles. Et bien, tout ça, c'est des volcans. Et c'est des volcans qui sont actifs pour la plupart. C'est ce que vous voyez à droite. Donc, souvent, vous avez des failles comme ça qui s'ouvrent en Islande. Pas plus tard qu'il y a quelques mois où il y avait encore des éruptions. L'éruption fait partie du quotidien des Islandais. Ils savent très, très bien gérer ça. Ils sont absolument pas effrayés par les éruptions. Ils sont parmi les meilleurs volcanologues au monde, et on comprend bien pourquoi, puisque c'est leur environnement immédiat. Et ces volcans, notamment au centre du pays, en fait, ils sont recouverts par la glace, par des glaciers. Alors ça, c'est plus compliqué parce que ça peut créer des éruptions qui sont beaucoup plus violentes et qui ont des conséquences beaucoup plus graves. C'est d'ailleurs le cas en 1783, il y a une très grande éruption en Islande et les historiens, enfin certains historiens, souvent islandais, disent que ça a été un des facteurs qui a provoqué la Révolution française. C'est parce qu'il y a eu cette éruption en 1783 qui était énorme et qui a généré un immense nuage de cendres qui a refroidi le climat européen pour plusieurs années et donc qui a provoqué des crises agricoles en Europe et donc qui aurait été un facteur favorisant de la Révolution française. Bon, alors ça c'est vous savez, c'est la posture des petites nations qui souvent essayent de grossir un peu leur rôle sur le plan historique. Mais ceci dit, c'est pas non plus tout à fait absurde. Alors cette plaque, ce lieu rend l'Islande unique parce que l'Islande est, de ce que je sais, mais je ne suis pas volcanologue, un des rares endroits, si ce n'est le seul endroit au monde, où on voit à l'œil nu la séparation entre deux plaques tectoniques. C'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, vous avez d'un côté la plaque eurasienne, de l'autre la plaque nord-américaine. Et ces plaques-là, en fait, tous les ans, il y a des mesures qui sont faites à des endroits précis. Et c'est là où on voit, en fait, qu'elles s'écartent. Et donc, l'Islande offre cette chance absolument incroyable de voir ça à l'œil nu. Et c'est en plus de ça un lieu qui est très important dans l'histoire islandaise, puisque l'Islande se déclare République d'Islande au Xe siècle, et dit que la plaine du Parlement, donc le Þingvellir, le nom que vous voyez à l'écran, c'est Þingvellir, ça veut dire littéralement la plaine du Parlement, eh bien, devient le lieu politique, une sorte d'assemblée nationale, si vous voulez, islandaise. C'est ici que l'Assemblée nationale islandaise ancienne se réunit. Donc, c'est aussi un lieu qui est très important dans la mémoire islandaise, dans l'histoire islandaise. Et c'est sur cette plaine du Parlement que va être proclamée l'indépendance islandaise en 1944. Jusqu'en 1944, l'Islande est sous domination danoise. Et en 1944, l'Islande prend son indépendance et ne pouvait pas le faire ailleurs que sur la plaine du Parlement. Alors, l'Islande, c'est aussi un grand pays de culture, et c'est la mémoire du monde médiéval nordique. Là, vous voyez à gauche un bateau viking, qui ont été ces bateaux qui ont été utilisés pour aller coloniser en fait tout l'Atlantique Nord. Donc, vous voyez, c'est des petits bateaux. Il faut imaginer qu'à l'époque, sur ces petits bateaux, déjà, il y avait des hommes, mais il y avait aussi des chevaux, il y avait des moutons, il y avait des cochons. Enfin, il y avait des denrées, c'était chargé, bourré à craquer, si vous voulez. Et si vous regardez bien, vous voyez, c'est pas des grands bateaux. Donc, il faut imaginer quand même que c'était très périlleux, la traversée avec ces bateaux qui sont très rapides, très légers, mais comme tous les autres bateaux, vous me direz, ont aussi connu un certain nombre de naufrages.
et de drames dans la mer. Alors, l'Islande, alors évidemment, voilà, ça a été très important dans l'histoire viking du monde nordique. Et quand vous vous rendez en Islande, vous ne pouvez pas passer à côté de cette histoire médiévale islandaise, hein, que ce soit par les lieux qui sont visités, que ce soit par les références que l'on voit dans les boutiques, dans les rues, mais aussi dans la nature. On ne peut pas passer à côté parce que l'Islande est la mémoire, en fait, de ce monde médiéval nordique. Notamment parce que l'islandais, la langue islandaise elle-même est très proche de la langue médiévale scandinave. À la période médiévale, tous les Scandinaves parlaient une langue qui se ressemblait, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et l'islandais a peu évolué depuis cette période-là. Et donc, les Islandais d'aujourd'hui peuvent lire très facilement les sources médiévales. C'est quasiment la même langue. Ce que ne peuvent plus faire les Norvégiens ou les Suédois ou les Danois. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important en Islande, hein, ce rôle historique dans l'Arctique nordique. Mais c'est aussi une terre naturelle absolument incroyable et qui est très marquée, en fait, par la nature volcanique de son sol. C'est ce que vous voyez à l'écran. Vous voyez, c'est un paysage très islandais, c'est-à-dire un paysage qui est assez désertique avec aucun arbre. Il n'y a plus d'arbres en Islande. Hein. Ça a été totalement déboisé à la période médiévale. Et avec ces plages noires qui sont en fait des plages de basalte, qui sont donc la roche volcanique que l'on retrouve un peu partout en Islande et qui va véritablement former le paysage. Hein. Vous allez pouvoir trouver des orgues basaltiques, par exemple. Donc ça, c'est très impressionnant. C'est des espèces de colonnes de basalte qui tombent le long de la mer et on a vraiment l'impression que ce sont des orgues. Ça ressemble à des orgues, c'est des formes très régulières. C'est tout à fait étonnant. Mais vous avez d'autres endroits où, par exemple, c'est la lave qui a formé le paysage avec des espèces de constructions qui ressemblent un peu à des trolls, qui sont en fait de la lave refroidie. Et vous savez, la lave refroidie laisse des constructions tout à fait étonnantes qui sont vraiment uniques. Et l'Islande regorge de ce genre de paysage. Alors, il y a le basalte, mais il y a aussi le sous-sol. Et le sous-sol islandais est tout sauf un fleuve tranquille. Alors, vous savez que l'Islande, son problème, c'est pas tellement d'avoir de l'eau chaude, c'est plutôt d'avoir de l'eau froide. Puisque l'eau qui sort des robinets, naturellement, est très chaude. L'eau islandaise est très, très chaude. Donc, en fait, il y a des systèmes de refroidissement de l'eau. On ne s'attend pas à ça parce qu'on se dit l'Islande, c'est plutôt le froid, etc. Alors, pas du tout. Vous avez des piscines naturellement chauffées à 40 degrés. Ça, c'est absolument extraordinaire. Les piscines islandaises, ce sont les plus belles au monde, je trouve. Donc, elles sont naturellement chauffées. Et en fait, elles s'est chauffée justement par toute cette activité volcanique dont on voit ici une manifestation avec les sources de soufre. Donc là, en fait, vous voyez des fumerolles qui s'échappent du sol. Et en fait, ça, c'est du soufre. Donc, on ne peut pas marcher partout. Hein. Là, évidemment, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, mais il y a quand même des barrières parce que si vous allez trop loin, le sol est brûlant, puis vous pouvez en plus vous intoxiquer avec le soufre et tout ça. Donc, les chemins sont quand même très, très bien délimités. Il n'y a aucun risque d'aller se promener sur des sites comme ça tant qu'on respecte bien les barrières. Et ça donne, je veux dire, une culture aussi qui est très, très particulière dans son rapport à la nature, avec l'idée que finalement, la nature domine les hommes et que les hommes sont bien petits face à tout ça et n'ont le choix de rien. Et ce qui explique aussi probablement l'intérêt qu'ont les Islandais pour la protection de l'environnement, pour le respect de la nature de façon générale, parce que quand on va en Islande, comme un peu partout d'ailleurs quand on va dans le Grand Nord, eh bien on se rend compte que nous sommes bien peu de choses. Et ce sont des paysages qui sont à la fois formidables et des cultures qui sont absolument passionnantes. Et je vais m'arrêter ici, parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Et je vous dis takk fyrir, comme on dit en islandais, ce qui veut dire merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Frédéric. Je pense qu'on a tous essayé de reprononcer le takk fyrir avec beaucoup de talent que toi. C'était fabuleux, magnifique présentation. Ça nous donne envie de
de partir. Tu nous as fait de l'histoire, de la géographie, de l'écologie. Extraordinaire. Merci. Mille merci pour cette magnifique présentation. Bravo. Merci à vous. Alors, donc effectivement, on va essayer de partir maintenant effectivement en croisière, la découverte de l'Arctique, du Spitsberg, du Groenland et également de l'Islande. Avec ce qu'on vient d'entendre, je pense que ça nous donne tous envie. Et justement, je voudrais un petit peu demander à Sarah, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, voilà, comment on s'y rend, explique-nous un petit peu, voilà. Alors, en effet, on n'a pas parlé du transport parce que tout ça n'est pas à côté. Et par ailleurs, c'est pas des dessertes qui sont courantes, même si Frédéric le notait, le Groenland s'est doté d'un aéroport presque digne de ce nom. Avant cela, c'était une piste avec une baraque à frites et puis on descendait, on montait les bagages c'était assez spectaculaire. Aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est amélioré. Alors, nous, chez Rivage du Monde, nos croisières, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, incluent le transport. Elles incluent le transport, ce qui veut dire que on va affréter des avions au départ de Paris. Nous n'avons pas le choix, nous ne pourrons pas desservir correctement les régions ou les autres pays francophones qui pourraient nous rejoindre. Donc, on va positionner un avion qui va desservir l'aéroport de Kangerlussuaq et qui va desservir l'aéroport de Tromsø et de Longyearbyen en ce qui concerne le Spitsberg. Quant à l'Islande, même si ce sont nos voisins un petit peu lointains, les dessertes aériennes sont assez faciles et nombreuses. Donc là, on aura une desserte en vol régulier. Et ce sont des vols qui sont inclus dans nos prix. La distance, il faut que vous ayez en tête que aller le plus loin, c'est le Groenland, 5 à 6 heures de vol et nous y sommes. Et puis peut-être le plus près, c'est Tromsø, peut-être 3 heures, 3 heures et demie de vol direct. Voilà. Et ceci est inclus dans les forfaits de croisière. Magnifique, merci beaucoup. Au niveau des excursions, qu'est-ce que tu nous conseilles, Sarah? Alors, les excursions, la première des choses, c'est que dès que vous êtes sur des croisières comme au Spitsberg, par exemple, ce sont des excursions qui, de fait, vont être incluses dans le programme. Pourquoi ? Parce que le World Explorer sur ces zones-là va être complètement autonome et va descendre les zodiacs dès lors qu'il y a de belles opportunités de découverte, aussi bien côté paysage, côté site, que au niveau de la faune. On va débarquer en zodiac si on voit des choses intéressantes à voir. Et ça, du coup, tout ça c'est inclus. Le World Explorer dispose réellement de zodiac pour de l'expédition et de la découverte en autonomie. Pour tout ce qui est Islande et Groenland, alors l'Islande, les escales que nous faisons sur Incroyable Arctique, là, il faut réserver les excursions et je vous recommande de les réserver à l'avance, tout simplement pour garantir qu'il y a de la place. Le Groenland aussi, on travaille notamment, je pense à l'excursion à Ilulissat, on travaille avec des pêcheurs groenlandais. Donc, on fait travailler les locaux qui sont vraiment ravis de faire découvrir ce site absolument unique. Et là, clairement, il faut, dans la mesure du possible, qu'on ait les excursions avant le départ pour mieux les organiser. Ça ne veut pas dire qu'à bord, on ne peut pas trouver des excursions, mais on prend le risque qu'elles soient soit complètes, soit qu'on ne puisse pas les organiser avec des délais très courts. Donc, plutôt à l'avance. Très parfait. Merci, Sarah. Et alors, je vais anticiper l'une des questions qui peut revenir également le plus. Comment est-ce qu'on s'habille et quel temps il fait, quel climat on peut rencontrer sur place, en fait? Alors, on est bien d'accord que ce sont des zones froides. Néanmoins, l'été, et Frédéric le soulignait, l'été, c'est une véritable renaissance et l'air est pur, l'air est frais et à la fois au soleil. Moi, je le rapproche toujours un peu de l'expérience qu'on peut avoir au ski
vous pouvez vraiment vous retrouver à avoir chaud et être en t-shirt sur le pont, comme vous seriez au bas d'une piste de ski, en terrasse au soleil, de manière agréable. Il peut faire chaud. Là où les températures vont baisser, alors même que le jour se maintient, on est au-delà du cercle polaire, très au-delà du cercle polaire, il ne fait pas nuit. Pour autant, quand le soleil a quitté, nous a quittés, même si sa lumière est encore là, les températures peuvent baisser. Alors, je suis pas devin et puis tout ça se réchauffe quand même tranquillement. Mais vous pouvez avoir des températures en soirée et en nuit qui sont entre 0 et 10 degrés. 0, c'est rare, mais en pleine nuit, c'est possible. Et puis 5-10 degrés en soirée, c'est pas impossible. En revanche, en journée, vous pouvez être bien, comme on pourrait l'être au ski. Donc, la stratégie, Andrea, c'est d'avoir plusieurs flèches dans son carquois et d'avoir aussi bien, comme on le fait au ski, des vêtements respirants, coupe-vent et plusieurs couches pour pouvoir nous adapter à la possible grande variation de température ressentie sur ces zones. Très bien. Merci Sarah. Comme ça, on saura comment se préparer à ces futures destinations. Je pense que tu aurais peut-être une petite vidéo de présentation qui pourrait justement nous mettre dans le contexte. Dans le contexte. J'ai choisi une vidéo sur une croisière justement qui allie Spitzberg, Groenland, Islande. Ça vous donnera vraiment celle que j'ai présentée, Incroyable Arctique. Magnifique. Merci beaucoup Sarah pour cette vidéo qui nous permet une fois de plus de se mettre en immersion et comme vous l'aurez compris, en partenariat donc avec Sarah, et je te remercie une nouvelle fois d'ailleurs, on va pouvoir vous faire bénéficier en plus donc de 20% de remise en avant-première sur 4 destinations, donc à l'issue de cette conférence en ligne et jusqu'au 10 avril. Donc sur les croisières du Cap Nord
Île-Lofoten et Fjord du 16 au 27 juin 2025 et du 27 juin au 8 juillet 2025. L'expédition au Spitsberg, à ne pas manquer, du 8 au 18 juillet 2025. L'incroyable Arctique, Spitsberg, Groenland, Islande, du 18 au 28 juillet 2025. Et vous avez également les villages Inuits du Groenland du 6 au 18 août 2025 et du 18 au 30 août 2025. Petite précision pour les clients qui ont déjà effectué une croisière rivage du monde, vous bénéficiez de ces 20% bien évidemment de remise et donc en plus de votre remise fidélité. Donc c'est également important de le souligner. Voilà. Je souhaitais une nouvelle fois, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à remercier, mais c'est tout à fait normal. Merci une fois de plus à Frédéric de nous avoir fait cet exposé, cette présentation extraordinaire, magnifique. Merci à Amélie qui était présente avec nous. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendue, mais elle était là pour s'occuper du chat et elle le sera encore si vous avez d'autres questions, donc surtout n'hésitez pas. Merci Sarah de nous avoir donné cette possibilité, cette opportunité de présenter ces trois zones qui sont exceptionnelles, d'avoir mis en place cette remise également tout à fait magnifique pour les clients existants et les futurs clients. Donc ça c'est tout à fait magnifique. Et moi je vous remercie également d'avoir été tous présents aujourd'hui parmi nous. Vous retrouvez nos adresses mail, nos numéros de téléphone. Donc surtout, vous n'hésitez pas et c'est vraiment avec grand plaisir que j'espère qu'on aura à vous accompagner dans ces voyages vraiment de rêve. Voilà. Merci Andrea. Merci. Merci à toute l'équipe de Centrale Cruise pour cette organisation. Merci Frédéric encore. Et merci à tous d'être restés avec nous pour cette belle présentation. J'ai été ravie. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.